À même la peau des bâtiments, sur les parois, sous les ponts, au bord des routes ou dans les creux des murs, des cités contemporaines, de grès, de granit ou de béton, la ville, ses pierres, ses empreintes, et les mains qui façonnent se croisent au contact des pierres et du béton armé, qui perpétue un langage entre passage et transmission. On interroge les bâtiments par le truchement de la pierre, tout en laissant à la postérité sa vérité. Une mémoire, un patrimoine immatériel, de subjectivité, de toucher, d'expertise, de présence, qui viennent charger la ville et ses édifices d'intentions, tantôt lisibles, tantôt sensibles. On relève les traces symboliques ou formelles, anonymes, signes ou marques lapidaires, de factures personnelles ou professionnelles, dessinées, gravées ou taillées dans les pierres. De l'ouvrage anonyme à l'œuvre signée, du tâcheron à la signature, les bâtiments sont signés comme n'importe quelle œuvre. La signature ou la facture trouve son origine dans la notion de manufacture. Manu signifie main et facture, de facere signifie faire. Faire à la main. Façonner de ses propres mains. Les marques traduisent une mystique du geste travailleur autant que la mémoire d'un artisanat et d'une force de travail. C'est cet art du signe que le Pierrot a posé sur chacune de ses pierres. Il laissait sa marque. À défaut des fiches de travaux, des temps de fabrication et des plannings actuels, les ouvriers, dont la plupart étaient analphabètes, et les maîtres qui engageaient leurs responsabilités envers le maître d'ouvrage, utilisaient pour justifier le volume, la qualité ou la spécificité de leur travail, des signes personnels. Ce type d'inscription fait l'objet de diverses interprétations. Religieuses, alchimiques, numérologiques, kabbalistiques. Leurs auteurs et autrices anonymes sont connus pour être des ouvriers, des artisans, des fortificateurs, des charpentiers, des paysans ou des bergers. Dans l'histoire des premiers bâtisseurs, cette idée de marquer son temps et son ouvrage s'inscrit dans un art du signe et de la trace, par la signature ou le sceau, la marque de fabrique. Les marques étaient apposées sur les travaux réalisés et les contrats ou toute autre pièce de caractère officiel, tels que les rapports d'expertise, plans ou devis. Sur l'édifice ancien, on peut relever des graffitis martelés, gravés ou taillés par la main des édificateurs. Ces signatures accumulées au fil des siècles se confondent avec celles des pèlerins et des touristes qui leur ont succédé. Sur les chantiers de construction, cette pratique de marquage perdure à travers les polysémies de signes tracés par les ouvriers sur le béton nu des édifices contemporains et voués à disparaître. S'y côtoient dessins techniques géométriques par nécessité et griffons triviaux à la discrétion de leur père avant qu'une couche d'enduit ne les recouvre. Traits. Ensemble de techniques graphiques permettant à une échelle réduite ou grandeur nature, sur parchemin ou sur le terrain, de réaliser des plans d'architecture, des épures de montage et des tracés sur le bois et les pierres pour leur façonnage et leur mise en œuvre. Monge sera l'inventeur de la géométrie descriptive qui codifiera l'ancienne technique du trait. Cette ancienne technique est définie ainsi par le compagnon Raoul Vergès. Généralement, c'étaient les moines de Cîteaux qui l'enseignaient aux ouvriers. Le trait est une sorte de poème graphique dérivé de la géométrie qui indique, sur des épures tracées sur le sol avec précision, le plan avec coupe, élévation et toute autre projection, les 3 dimensions d'un volume. Les marques de passage, qui peuvent y être lues, traduisent l'appartenance collective tant que l'individualité du geste et du corps
dans la dévotion à l'ouvrage. On appelle l'archéologie du bâti l'étude et les observations qui permettent de recouper des informations pour en déduire des vérités. C'est un métier. Quiconque a une certaine sensibilité fait par lui-même de l'archéologie du bâti en essayant de comprendre un objet par ses propres interprétations. Il peut y avoir aussi des conflits éthiques considérant qu'une reproduction serait un faux. Les tailleurs font de la copie conforme, la plus fidèle possible, c'est-à-dire les aspects de taille qui correspondent à l'outillage d'époque, le tracé régulateur qui respecte les rapports de proportion du Moyen-Âge. Lorsque la signature n'est pas reproduite, ne s'agit-il pas d'un faux, d'une création ? Ici reposent les vieilles pierres. Elles sont numérotées, inventoriées. Des balustrades de la galerie Goethe, un pinacle, un fleuron, une vierge folle. Toutes ces pierres ont plus de valeur à être gardées qu'à être emmenées à la benne. En Allemagne, les cathédrales n'appartiennent pas à l'État, mais à l'évêché, qu'il garde aux ateliers pour conserver les aspects de taille et les tracés. Beaucoup seraient intéressés d'acheter une pierre de la cathédrale pour leur jardin, un petit pinacle, un petit morceau. Parfois, la pierre se façonne d'elle-même. Les blocs sont laissés dehors pour observer la manière dont ils réagissent au temps. Quand les pierres sont extraites du sol, elles sont encore chargées d'eau de carrière. Le grès se compose aussi de mica, de feldspath et de quartz. À l'époque, la pierre n'est pas du tout un matériau noble. Si le béton armé avait existé, les édifices auraient été toujours plus hauts. Aujourd'hui, lorsqu'on fait une façade en béton pour mettre un élément en valeur, on y ajoutera peut-être un encadrement en pierre, mais de pierre nue, ce qu'on appelle un matériau noble. Le béton lui aussi a connu ses heures de gloire, avec ses bâtiments bruts. Lorsque c'est devenu une norme, il a perdu sa valeur. On distingue la création matérielle de la dignité du métier, qui répondra à un besoin technique ou esthétique, de celle dont la justification se trouve dans une satisfaction intellectuelle ou dans la réponse à une quête d'ordre spirituel. Les principaux artisans à la construction ou au bâti devaient avoir une connaissance suffisante des métiers voisins pour respecter leur ouvrage et faire en sorte que chaque élément réponde au but en vue duquel il avait été conçu. La méthode est définie par le besoin, et la fonction définit la forme. Chaque corps de métier compose avec la complexité propre de son matériau pour son usage. Les cathédrales, quant à elles, ont pu justifier l'ornement par la foi. Un éclairage particulier est apporté sur tous ceux qui sont désignés dans de nombreux ouvrages à qui on doit la statuaire, le vitrail, la mosaïque, les fresques. Leur habileté et leur professionnalisme revêtissaient tant de moyens d'exprimer leur foi profonde et de transmettre par l'image les messages voulus par les clercs. Des documents ou légendes nous renseignent sur les motivations qui conduisaient les artisans à s'engager matériellement, tant que personnellement, dans leur ouvrage. Il est évident que chaque intervenant n'était pas libre du choix de son sujet, car celui-ci entrait dans un ensemble dont la réalisation était définie par le maître d'ouvrage et la composition arrêtée par le maître d'œuvre. De nombreux textes nous permettent d'imaginer l'élan de foi qui souleva, au cœur des premiers siècles, les peuples des villes et des campagnes pour édifier la fière cathédrale, les édifices et les chemins d'une ville.
Au moment de la Révolution, beaucoup d'églises, de cathédrales sont transformées en temples de raison ou temples de l'être suprême. On reconvertissait beaucoup d'églises pour contrer la religion. La ville s'est battue pour réclamer sa cathédrale en faveur des révolutionnaires de l'époque. Il s'agissait alors d'une institution qui dépendait de la ville et non plus du clergé. D'une certaine façon, on désacralisait les lieux de culte pour marquer la fin du pouvoir ecclésiastique. Il n'y avait plus de messe, on faisait retirer les autels, certaines statues étaient décapitées, des monuments déboulonnés, les sols de l'espace public dépavés. La dissolution des corporations vient avec la Révolution, au XVIe siècle. Les artisans deviennent des salariés sans corporation, les artisans qui signaient ne travaillent plus à la tâche, qu'il s'agisse de 10 ou 5 pierres, c'est le même salaire. Il peut y avoir 20 heures comme 400 heures de travail, 600 heures pour une balustre, 4 semaines pour un pinacle. Les balustres, les mains courantes, les garde-corps et les éléments qui composent la grande dame et ses ponts traduisent la force de travail des artisans à la tâche. On sait qu'au Moyen-Âge, les artisans étaient organisés en corporations. Chaque corps de métier était ainsi affilié à une corporation qui défendait ses droits et ses savoir-faire. Les corporations représentaient des groupements pour désigner à la fois des entités aussi diverses que confréries, charités, fraternités, guildes, anses, maîtrises, jurandes. Le terme peut être aujourd'hui employé pour désigner toute communauté de métiers se définissant comme telle. Les métiers du bâti se recoupent ainsi en 3 corps, la pierre, le métal et le bois. Plus que par les traditions, le patrimoine immatériel se sauvegarde par leur transmission. Sans apprenti, par exemple, il ne peut pas y avoir de transmission, de relais, et les pratiques à la main, la connaissance des gestes disparaissent. Les artisans qui entretiennent la ville, comme la cathédrale, interviennent à l'extérieur en tâchant, à chaque intervention, de maintenance ou de restauration, de respecter toutes les traces de l'existant. Le système métrique existe depuis le XVIe siècle. Le corps reste l'outil de mesure le plus fidèle à la réalité de l'objet restauré. Le pied, la coudée, le bras. Dans la rue, au sol, on peut retrouver certains pavés en forme de palmier, des queues de paon ou en arceaux. Ces techniques de pavage sont réalisées à l'échelle du corps grâce à l'arc de cercle mesuré au rayon d'un bras. La pratique se perd à partir du XXe siècle avec la standardisation et la mécanisation. La pierre est l'empreinte concrète d'intentions singulières et de leur aura. Les ateliers des métiers du bâti tantôt perpétuent des savoir-faire anciens, avec les mêmes gestes et les mêmes outils que les tailleurs de pierre au Moyen-Âge, tantôt préservent le plus possible leur tradition à rebours de la privatisation des services, avec comme patrimoine pour l'un l'histoire et la culture de l'édifice, pour l'autre la ville. Le grès blanc est la pierre la plus utilisée pour les ouvrages d'art en Alsace. Les passerelles et les ponts sur lesquels nous passons se comptent à 20 ouvrages à Strasbourg. Qu'ils soient au chevet du monument ou en veille dans la ville, les présences qui maintiennent la ville traduisent la dimension symbolique et la mémoire d'un artisanat dans une dimension de soin et d'entretien de la cité et de sa mémoire. Consommation, elle va 2 fois par an. Pas mensuel. Là, c'est ce que je disais. Là, je sais que. Vous voulez tout directement nickel. De toute façon, je suis l'équipe tout de suite. Je vais le mettre dessus. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Ça, c'est rempli.